What's up boys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est vrai que sur cette chaîne on parle souvent de soccer, soccer par-ci, soccer par-là. Mais au final qu'est-ce que c'est le soccer? On sait pas. D'où ça vient? On sait pas. Quand c'est venu? On sait pas. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir quand est apparu le soccer sur le territoire américain jusqu'à la création de la Major League Soccer. Ok? Allez, let's go. Donc, pour retracer l'apparition du soccer aux États-Unis, il faut remonter loin dans le temps, dans les années 1700. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 1700, les États-Unis n'existent même pas. Ça n'existe pas. Le seul truc qui existe, c'est 13 colonies britanniques. Donc voilà, les Anglais sont venus sur le sol américain. Ils ont créé 13 colonies qui bordent la côte est des États-Unis. Le reste de l'Amérique, ça n'a même pas encore été découvert. Donc, on oublie. Mais voilà, les 13 colonies britanniques sont créées. Donc, les Anglais viennent... Ils font leur life, etc. Tac, tac. Mais les Américains, donc qui sont du coup nés après sur le continent américain, ils commencent à en avoir plein le dos de suivre les règles des Anglais. Ils se sentent pas vraiment chez eux. Donc à la fin des années 1700, en 1775, éclate la célèbre guerre d'indépendance des États-Unis qui durera pendant 7 ans. Et à la suite de cette guerre d'indépendance, donc gagnée par les États-Unis du coup, maintenant, les 13 colonies britanniques deviennent les 13 premiers États des États-Unis actuels. Voilà, donc ça c'est le petit point historique, donc on est fin des années 1700. Nous remontons du coup un petit peu plus loin, nous sommes au début des années 1800, il y a encore des traces des colonies britanniques, il y a encore des colons qui sont présents, et du coup forcément, quand les colons sont arrivés sur le sol américain, ils ont apporté leur culture. Et oui, les Anglais sont venus, ça buvait des binous, ça bouffait du fish and chips, et forcément ça jouait aussi au football, vu que c'était vraiment, ça faisait partie de la culture anglaise. Donc le football est arrivé comme ça sur le sol américain. Donc le football touche de plus en plus de jeunes de collège et lycée, à tel point qu'en 1876, les écoles décident d'intégrer le football dans les cours de sport. On pourrait croire que le football se développe assez vite aux États-Unis, mais alors pourquoi sa popularité n'est-elle pas aussi développée que celle des sports nationaux? Parce que oui, les 4 mastodontes du sport US que sont le baseball, le foot américain, le hockey sur glace et le basket font de l'ombre au football et sont beaucoup plus appréciés sur le territoire américain. L'une des raisons évoquées est la rancœur qu'éprouvaient les Américains envers les anciens colons. Pour eux, le football est un sport importé et ils le font comprendre de plusieurs manières. Notamment par le boycott. Ils ont décidé de boycotter le football. Donc voilà, ils ont décidé de boycotter le football, mais ils l'ont boycotté qu'à moitié. Plein le cul les Anglais, on va boycotter le football! Ouais, plein le cul! On va boycotter... Quand tu dis boycotter le football, c'est genre on joue plus du tout quoi, ou... Parce que... On se marre bien quand même. Non? Bah au pire on change juste le nom quoi, on met un truc à nous, comme ça après on dit que c'est nous qu'on l'a créé. Ah ouais vas-y, ouais. Ah ouais on fait ça. On va appeler ça le soccer. Le soccer! Le soccer! Ouais! Donc voilà, ce boycott donne donc naissance au soccer. Donc une première ligue est créée en 1921 qui voit apparaître ses premiers joueurs semi-professionnels. Attention, c'est pas des joueurs professionnels, c'est des joueurs semi-professionnels. Et la création de cette ligue, elle intervient quand même plus de 40 ans après la création des premières ligues européennes. Donc c'est quand même bien à la bourre, les Américains. Mais voilà, ça leur suffit pour intégrer la FIFA du coup, et ça leur permet même de décrocher un ticket pour la première édition de la Coupe du Monde en 1930 en Uruguay. D'ailleurs, ça va être la petite surprise de la compétition puisque les États-Unis terminent 4e de la Coupe du Monde. Mais c'est en 1966 que tout va basculer pour le soccer aux États-Unis. En effet, l'audience exceptionnelle réalisée pendant la finale de la Coupe du Monde entre l'Angleterre et l'Allemagne fait tilt dans la tête des Américains et ils se disent qu'il y a peut-être une carte à jouer concernant une création de ligue professionnelle de soccer aux États-Unis. Business is business, c'est un sport un peu de merde, mais si on peut en tirer quelques billets, on ne va peut-être pas se priver. Donc l'année après la Coupe du Monde, en 1967, 2 ligues de soccer professionnelles sont créées et fusionnent en 1968 pour donner naissance à la fameuse NASL, donc la North American Soccer League, voilà, qui est basée donc sous le même système que les autres sports nationaux, c'est-à-dire sous forme de franchise que l'on peut acheter et localiser où bon nous sommes, donc un système bien américain. Mais les débuts de la NASL sont très compliqués.
Le soccer traîne toujours cette image de sport un peu réservé aux étrangers. Il y a énormément de mal à se faire une place parmi les autres sports nationaux. À tel point que 2 ans seulement après sa création, la Ligue passe de 17 équipes à 5. Donc là, c'est dégringolade. Dégringolade. Les mecs qui ont créé la Ligue, ils ont les mains moites comme ça, ils savent plus quoi faire. Ils attendent. Et ils galèrent pendant des années. Jusqu'en 1975. Les mecs ont persévéré. Ils ont essayé de maintenir à flot la Ligue jusqu'en 1975. Où là, ça va être littéralement un déclic. Puisque, mesdames et messieurs, il va y avoir un événement énorme qui va arriver sur le continent américain. Puisqu'en 1975, la légende brésilienne, et oui, le roi Pelé, rejoint les New York Cosmos à la grande surprise générale, avec à la clé un contrat qui s'élevait apparemment à 4,5 millions de dollars par an. Et ça à l'époque c'était stratosphérique. Donc à lui tout seul, il va faire gagner en popularité la ligue et surtout il va la faire gagner en crédibilité. Pour vous donner un exemple, les New York Cosmos, avant l'arrivée de Pelé, ils avaient une moyenne de 6000 spectateurs par match. Il est arrivé, ils sont passés à 50 000. À 50 000 spectateurs en moyenne par match dans les années 70. C'est incroyable, c'est incroyable. Et l'arrivée de Pelé, du coup, ça va avoir un véritable déclic puisqu'il y a beaucoup ensuite de légendes européennes du football qui vont venir finir leur carrière en North American Soccer League. Il y a notamment Johan Cruyff qui va venir en NASL, Eusebio, George Best, Beckenbauer qui va venir jouer avec Pelé au New York Cosmos. Donc voilà. Pelé va rester seulement 2 ans au New York Cosmos et pour son dernier match, il y aura même 78 000 personnes dans le stade présentes pour son dernier match avec les New York Cosmos face à son club formateur de Santos. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il aura joué une mi-temps avec Santos et une mi-temps avec les New York Cosmos. Mais toute l'arrivée de ces stars va poser quand même un petit problème, c'est-à-dire que les joueurs américains auront du mal à tirer leur épingle du jeu. Ils auront du mal à exister dans la ligue puisque tout le monde ne va regarder que les stars européennes. Tout le monde n'aura d'yeux que pour les Pelé, les George Best, etc. À tel point que durant toute la durée de la NASL, donc de 1967 à 1984, les États-Unis ne se qualifieront jamais à une Coupe du Monde. Ils n'arriveront pas à se qualifier à une Coupe du Monde et ça, c'est très problématique. Mais une fois ces légendes à la retraite, la NSL s'essouffle à tel point qu'elle va définitivement s'arrêter, malheureusement, en 1984. En 17 ans d'existence, la NSL aura vu passer 62 clubs. C'est énorme, 62 clubs. Il y avait eu même des clubs à Hawaï. À Hawaï! Donc à partir de 1984, il n'y aura plus de ligue professionnelle de soccer aux États-Unis pendant 10 ans à peu près. Mais les États-Unis, ils ont plus d'un tour dans leur sac. Ils décident quand même, fin des années 80, à aller poser leur candidature à la FIFA pour l'organisation de la Coupe du Monde 1994. Alors qu'ils n'ont même pas de ligue professionnelle de soccer chez eux. Je trouve que le culot est quand même à une barre assez haute. Je sais pas, c'est comme si pour le bac de sport, ton prof te demande... Pour le bac de sport, tu choisis quel sport? Natation. Natation? Mais tu sais pas nager toi? Non, et alors? Donc la FIFA, bien gentille mais pas folle quand même, pose une condition. Ok, on veut bien vous laisser l'organisation de la Coupe du Monde 1994, mais par contre, il faut absolument que vous recréiez une ligue de soccer professionnelle. Donc les États-Unis acceptent. En 1994, ils commencent à créer l'actuelle Major League Soccer, qui du coup verra le jour officiellement en 1996. Mais les dirigeants qui s'occupent de la création de la Major League Soccer ne veulent absolument pas réitérer les mêmes erreurs qui ont été faites avec la North American Soccer League. Ils décident d'être beaucoup plus assidus sur l'organisation afin de créer un projet viable sur le long terme et du coup d'éviter de passer pour des guignols. La ligue évolue bien puisque lors de sa création en 1996, elle compte 10 équipes. 2 ans plus tard, en 1998, il y a 12 équipes et en 2010, il y a 16 équipes. Donc elle était en constante évolution à ce moment-là. Cette fois, les joueurs américains sont plus mis en avant que leurs homologues étrangers. Des joueurs comme Clint Dempsey, Landon Donovan sont maintenant inscrits dans l'histoire de la Major League Soccer et sont de vraies légendes sur le continent américain. Cette nouvelle organisation, elle a aussi permis à la Ligue de gagner en attractivité. On l'a vu notamment en 2007 avec l'arrivée de David Beckham, qui a rejoint la Major League Soccer avec le Los Angeles Galaxy. Ensuite, on a eu aussi du Andrea Pirlo en 2015, mais il y en a eu énormément. On a eu du Bastian Schweinsteiger, on a eu du Thierry Henry, du Steven Gerrard, du Wayne Rooney, du Zlatan Ibrahimovic
énormément de gros joueurs sont venus ensuite finir leur carrière en Major League Soccer. Donc comment se porte la Major League Soccer ? Aujourd'hui, c'est Don Garber qui est à la tête de la MLS depuis 1999. Son nom vous dit peut-être quelque chose, je l'avais déjà évoqué dans ma vidéo présentation de l'Inter Miami. Donc c'est le commissaire de la MLS, il a toujours bossé dans le monde du sport, mais plus dans les approches marketing, événementielles, etc. Il a une très très grosse expérience, puisqu'avant il a bossé pendant 16 ans pour la NFL, donc la Ligue de football professionnel aux États-Unis. Il est également maintenant, il fait partie de la Fédération de soccer des États-Unis. Et ce mec, il a grandement contribué à l'expansion de la MLS à l'international. Grâce à lui, la ligue s'est beaucoup modernisée pour être en phase avec son époque. Et son objectif à lui, c'est d'en faire une des meilleures ligues du monde. La vision du soccer des Américains a également beaucoup changé, car dans les années 50-60, le soccer était considéré comme un sport beaucoup moins physique que les autres. À l'école, il était pratiqué par les garçons les moins physiques, les étrangers et les filles. Ironie du sort, les Américaines, on le rappelle, sont quadruples championnes du monde de soccer. Le soccer était aussi connu malheureusement pour les simulations présentes dans le jeu. Et en fait, tout ça, ça créait un cocktail qui venait un peu ternir l'image du soccer. Mais voilà, l'évolution du football en Europe a eu un réel impact sur la vision du soccer aux États-Unis. Petite anecdote intéressante, on remonte en 2015, donc c'est pas si vieux que ça. La finale de la Coupe du Monde féminine a fait plus d'audience aux États-Unis que les finales NBA. Donc c'est quand même un signe fort et je trouve que cette stat elle est quand même très très intéressante. Donc voilà, le soccer féminin attire beaucoup les Européens. Je vais prendre l'exemple de l'Olympique Lyonnais qui est une des meilleures équipes féminines d'Europe, qui a décidé d'investir aux États-Unis puisque l'année dernière ils ont acheté une franchise de foot féminin aux États-Unis dans la banlieue de Seattle qui s'appelle maintenant l'OL Reign. Cette saison 2020 de Major League Soccer est spéciale et est-ce que vous savez pourquoi elle est spéciale ? Je parle pas du contexte actuel, du virus, que tout est arrêté, etc. Elle est spéciale car c'est la 25e saison de l'histoire de la Major League Soccer. Et oui, c'est la 25e. Et pour cette occasion, la MLS a décidé de faire appel à Monsieur Hans Zimmer pour composer l'hymne officiel de la Major League Soccer. Pour ceux qui ne voient pas trop qui est Hans Zimmer, je vais vous donner un exemple tout simple. C'est un très grand compositeur qui a composé notamment les musiques des films Pirates des Caraïbes. Je vous conseille de taper sur YouTube Hans Zimmer hymne MLS, vous allez tomber sur la vidéo où il présente l'hymne. Elle met des frissons, il y a une petite vidéo avec, franchement ça donne trop envie de jouer au foot, trop envie de regarder la MLS. Elle est incroyable. Pour moi franchement cette vidéo elle est trop bien. Pour vous donner quelques chiffres, la Major League Soccer compte aujourd'hui 26 équipes, dont l'Inter Miami fraîchement arrivé. La moyenne de spectateurs par match la saison dernière en 2019 était de 22 000. Alors qu'il y a 10 ans, elle était de seulement 16 000. Donc ça montre encore que la Major League Soccer est en constante évolution et qu'il y a une grosse évolution à ce niveau-là. Pour vous donner un petit comparatif, on va parler de la Ligue 1. La Ligue 1, la moyenne d'affluence par match de la saison dernière, c'était 22 800. Donc on est exactement sur la même moyenne d'affluence par match que la Major League Soccer. Alors oui, les villes aux États-Unis sont beaucoup plus grosses et proportionnellement, c'est pas vraiment comparable à la France, mais je trouve intéressant de se dire il y a autant de monde qui se déplace au stade aux États-Unis qu'en France, alors qu'en France on sait vraiment que le foot c'est vraiment le sport national. Donc voilà, je trouve cette stat quand même plutôt intéressante. Donc d'ailleurs le club le plus suivi aux États-Unis c'est Atlanta qui a une moyenne de 50 000 spectateurs par match, et je pense qu'il y a un paquet d'équipes en Ligue 1 qui rêveraient d'avoir 50 000 spectateurs en moyenne par match. Même si elle séduit de plus en plus de monde aux États-Unis, la MLS traîne toujours cette image de championnat de seconde zone idéal comme retraite anticipée pour les grands joueurs européens. Mais le point positif, c'est que l'arrivée de grandes stars européennes permet au championnat d'être plus suivi et d'élever son niveau de jeu. La preuve, les grands cadors européens ont toujours un œil sur la Major League Soccer et sur ce qui s'y passe. Je pense notamment à Alphonso Davies qui a évolué en Major League Soccer et qui a été recruté par le Bayern de Munich. Beaucoup d'efforts sont faits pour faire avancer la MLS. Le club de l'Inter Miami de David Beckham en fait partie. C'est un projet très ambitieux. Quand on pense juste au stade déjà, qui va coûter plus de 800 millions de dollars pour à peine 20 000 places, c'est absolument colossal et ça montre les ambitions de Beckham dans la MLS et sur ses projets à long terme. Pour comparer, je pense au stade de Lyon qui est tout neuf, qui a coûté 400 millions d'euros déjà pour 60 000 places. Donc voilà, je trouve que la comparaison elle est ouf. Le niveau de football n'est pas encore au niveau des championnats européens,
mais la MLS est grandissante et a encore de belles années devant elle. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je trouvais ça sympa et intéressant d'en apprendre un petit peu plus sur les origines du soccer et la création de la Major League Soccer, puisque voilà, quand on supporte un club, c'est bien de connaître un petit peu son environnement. Donc voilà, dans une prochaine vidéo, on parlera plus en détail du fonctionnement de la Major League Soccer et des différences qu'on peut y trouver par rapport aux championnats européens. On attend la reprise de la MLS avec impatience. En attendant, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!